Bonjour, nous sommes dans les studios de GEM Radio et dans le cadre des municipales de 2026, donc premier tour le 15 mars 2026, nous allons recevoir différentes têtes de liste au sein de GEM Radio et nous allons débuter cette première série par La France Insoumise en la personne de Vincent Letertre et de Stéphane Bigata. Donc, en quelques mots, Vincent Letertre et Stéphane Bigata, je vais vous demander de vous présenter. Du coup, Vincent Letertre, moi je suis l'animateur, un des co-animateurs de La France Insoumise sur Lorient. Les camarades m'ont choisi comme tête de liste pour les élections municipales, donc la liste qui est populaire, qui est une liste avec des insoumis, avec de la société civile, des écologistes, des jeunes communistes, des régionalistes, des syndicalistes, plein de beau monde, vraiment assez représentatif de Lorient, et je suis dans la vraie vie, du coup, le seul qui n'est pas un politicien professionnel, je suis donc restaurateur dans le centre-ville de Lorient. Voilà. Merci, Stéphane Bigata. Eh bien, moi, je suis pas candidat sur la liste Lorient Autrement, mais je la soutiens. Et c'est mon jour de gloire aujourd'hui, puisque c'est le jour où on a remis la liste, et je me suis occupé beaucoup d'essayer de constituer cette liste, sachant que moi je suis écologiste et qu'on a essayé de constituer une liste suffisamment ouverte avec à la fois des amis très communistes, très écologistes, très régionalistes, etc., qui participent et vont participer à cette dynamique. Et comme j'ai un peu d'expérience des campagnes électorales, je me suis positionné comme mandataire financier, mandataire de liste de cette liste, c'est-à-dire d'aider la liste au niveau administratif, constitution de la liste, etc. Merci. Alors, cette liste, vous l'avez révélée aujourd'hui à la presse. Est-ce que ça a été difficile de la constituer ? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Au vu du contexte, on a été bien soutenu par des militants, par des insoumis, mais par des militants de gauche qui nous ont apporté, au vu du contexte aussi, leur soutien. Et je tiens à remercier les 46 autres noms et même les autres personnes qui étaient potentiellement sur la liste, mais qu'on n'a pas pu retenir parce qu'avec la parité, on devait mettre aussi des hommes. Mais non, ça a pris un peu de temps, mais comme on le constate, on le dépose avec une semaine d'avance. C'est que si on voit le verre à moitié plein, on a bien assuré. Et voilà, donc très content de la liste qu'on a réussi à déposer. Et voilà, on a des très beaux profils. Vincent Letertre, dernièrement, il y a eu un article qui a donc été publié dans le Ouest France, le 31 octobre 2025, où vous annonciez donc porter la candidature de la France Insoumise. Vous avez déclaré que vous assumiez cette position de la France Insoumise de s'être désolidarisé des autres partis de gauche, et cependant vous prenez l'union au second tour. Vous avez déclaré « Il n'existe pas de scénario où la gauche gagne sans être unie ». Alors la question que j'ai envie de vous poser, c'est que vous affirmez qu'aucun scénario de victoire n'existe sans l'union de la gauche, tout en assumant de partir seul au premier tour. Mais dans une élection comme celle-là, où la dynamique de premier tour crée souvent un effet d'entraînement, est-ce que vous ne craignez pas, finalement, que cette désolidarisation initiale ne laisse des traces indélébiles qui rendraient l'union de raison du second tour illisible ou fragile pour les électeurs lorientais, et qu'on se retrouve finalement, comme il y a 6 ans, où la gauche perdra à nouveau ces élections. Juste sur la question de se désolidariser du reste de la gauche, on n'est tenu par aucun engagement. Donc pour s'en désolidariser, il a fallu que cet engagement existe. On n'était pas dans le périmètre de Lorient en commun, vu qu'on ne les nomme pas, mais c'est de ça dont il s'agit. On n'était pas dans ce périmètre-là, donc nous, on a pris nos dispositions. Les échanges avec Lorient en commun, depuis le début, existent. On les a sollicités il y a 1 an pour garder justement ce contact. On a vu surtout une différence de méthode. Nous, on a préféré travailler d'abord le programme sur de la radicalité concrète de propositions, plutôt que les 2 autres listes qui sont plus dans des intentions, etc. Mais c'est leur choix le plus propre. Mais nous, depuis maintenant 2 ans, parce que ça fait 2 ans qu'on a tenu cette ligne-là de la nécessité, en effet, de s'unir, mais il y a une différence de stratégie, non pas de finalité, mais de stratégie, entre vouloir faire une union de premier tour
et de vouloir faire l'union au second tour. Nous, depuis le début, on est dans la nécessité de l'union de second tour, parce qu'on avait acté déjà il y a plus d'1 an que la situation mise en place de l'union au premier tour via l'Orient en commun et les assises de la gauche et des écologistes n'allait pas marcher, parce qu'on savait déjà que les socialistes allaient rompre le banc et partir. Donc on a pris nos dispositions. Voilà, on n'a jamais été trop sollicité non plus par l'Orient en commun pour un accord vraiment de premier tour. Et encore une fois, c'est pas grave sur le principe, vu que dans notre cohérence, on est dans la nécessité, et je le redis à chaque fois, à chaque prise de parole dans la presse écrite ou même dans les passages télé, on est pour l'union la plus large possible au second tour, et la finalité doit être l'union pour battre la droite et battre l'extrême droite le soir du 22 mars. Stéphane Migata. Ouais, si je peux dire un petit mot là-dessus, il ne suffit pas, comme disait De Gaulle, de dire union, union, union et de sauter comme un cabri. Si on veut faire l'union, il faut prendre les dispositions pour que cette union puisse se faire. C'est-à-dire, il ne faut pas dire aux gens avec qui on veut s'unir, vous allez faire comme moi j'ai décidé que ça se passe. Donc, vous avez une liste aujourd'hui, une équipe, qui à un moment dit, voilà, si vous voulez qu'on fasse l'union, il va falloir que vous rentriez dans cette façon de faire, dont on a bien compris, et je crois que vous êtes bien placé pour le savoir, qu'elle n'avait qu'un but, c'est de désigner une personne en particulier. Très bien, mais c'est clair, mais à partir de là, ça exclut tous les autres. Et la deuxième chose qu'il faut dans ce cas-là, c'est pas non plus avoir une attitude où l'ambition personnelle prend le pas sur l'intérêt de la gauche. Par exemple, l'intérêt de la gauche est de conserver à gauche la circonscription. Or, en partant de la circonscription pour répondre à un besoin personnel qui est de devenir maire de Lorient si possible, eh bien on met en situation des gens qui s'imaginaient aussi peut-être ce genre de choses, et pas forcément Vincent ici présent, on les met forcément de côté. Et à partir de là, ça devient très difficile de faire l'union. C'est-à-dire, je pense qu'il y a 2 sujets. C'est que, 1, il fallait une autre méthode, et 2, il fallait une autre personne. Oui, en effet, rappelons que l'Orient en commun représentait en tous les cas au début toutes les composantes dites de la gauche, la citoyenneté, des listes autonomes et organisées, jusqu'aux partis traditionnels. Et puis par la suite, en effet, ça a explosé, chacun est parti de son côté, et on se retrouve en effet avec aujourd'hui au moins trois listes à gauche de l'échiquier, absolument. Si on reprend Énergie citoyenne Lorient, elle a décidé donc de ne pas y aller pour éviter juste la division des voix. Pourquoi vous ne suivez pas aussi ce chemin-là ? Pour une raison toute simple. Aux dernières élections présidentielles, la ligne politique qu'on a portée sur l'Orient fait 22%. Ça doit rendre n'importe quelle candidature sur n'importe quel échelon, sur n'importe quelle échéance, légitime. Donc je ne vois pas pourquoi on nous fera un procès d'éligibilité de fait de vouloir faire une candidature locale suite à cette échéance-là et à ce score-là, tout en disant la candidature de Gaël Lestrady qu'elle n'est pas légitime. Ils ont fait 16% aux européennes sur une ligne qu'elle tient. Il y a des lignes à défendre, il y a des lignes stratégiques, il y a des lignes politiques. La ligne que défend Gaël Lestrady, c'est pas la même ligne qu'on défend. C'est ça qu'on aurait dû, tout à l'heure Stéphane a répondu sur les assises, mais en rentrant un peu plus dans la question du programme et moins des personnes, on ne peut pas vouloir faire une union de premier tour avec des lignes politiques qui vont de la ligne PS, PRG, Place Publique, UDB, qui n'est pas la même ligne politique que la ligne politique qu'on défend nous, de gauche radicale, de gratuité, etc. C'est ça qui aurait dû être tranché dans une primaire de premier tour. Voilà. À partir du moment où on aurait eu le contexte, on aurait pu s'expliquer sur la ligne, etc., et trancher une ligne médiane ou médian, peu importe, mais on aurait pu rentrer dans une démarche commune. Là, on constate qu'il y a des lignes politiques qui s'affrontent. Donc, nous, on a l'intime conviction qu'il y a une attente, parce que la gauche aussi de rupture n'était pas présente en 2020. Donc, je veux bien aussi nous les premiers, rejeter la faute sur Blanchard, sur Oliveri, Tonnerre, Damien Girard, le socialiste, sur l'échec de 2020. Mais on n'a pas été, nous, en capacité d'apporter nos voix et notre pierre à l'édifice pour que cette ville bascule à gauche. Donc là, on est dans la capacité structurelle
avec les gens qui nous ont rejoints, avec la maturité du parti et même des militants locaux, d'apporter justement une pierre à l'édifice. Donc moi je vois plus ça comme une plus-value de la gauche. Et après évidemment, la vraie primaire sera le 15 au soir. Qui sera en tête de la gauche, le score que fera les socialistes, le score qu'on fera nous. Mais il y a une légitimité, on a fait 22% en 2022. Cet électorat existe. Donc on veut que cet électorat puisse mettre un bulletin dans l'urne. Vous ne pensez pas que 22% c'est aussi un plafond de verre pour la France Insoumise ? Ah bah ce qui est sûr c'est qu'en 2022 on a fait 22%. Si on pouvait faire plus, on aurait fait plus. Mais la question, si on avait fait plus, on serait au second tour des présidentielles. Donc c'est un peu un exercice politique fiction. Mais voilà, on est nous sur l'échéance locale, on est dans les stratégies locales. Et vraiment ce qui nous anime le plus possible, c'est la conquête de la ville de Lorient. Les stratégies régionales que Lorient Commun reproche à la liste de Gaël Stradic, chacun a sa stratégie. Dire que nous, dans une stratégie présidentielle, nous, localement, on est surtout la stratégie depuis le départ de reprendre la ville à la droite. C'est la seule chose qui nous anime. Après, évidemment, il y a les questions de programme, il y a les questions de personnes aussi, mais la nécessité, c'est de placer la nécessité et l'urgence de faire basculer la ville au-delà des intérêts partisans et des guerres d'ego. Comme le dit Vincent, c'est justement la guerre d'ego a été le premier sujet. Au lieu d'être justement sur le programme ou sur d'autres choses, sur la façon dont on va s'y prendre, c'est-à-dire qu'il y ait des véritables discussions et un appel à discuter d'une structure à une autre. Il n'y a jamais eu d'opposition, je crois, enfin, de la part de Vincent et de la France Insoumise, d'envisager une liste au premier tour. Simplement, avec un processus qui respecte l'importance de chacun, l'électorat qu'il représente et la volonté programmatique. Donc en général, quand on veut aboutir, on laisse l'ego de côté, on commence par parler du programme, ensuite on parle de la méthodologie, comment on va faire pour désigner quelqu'un en essayant d'être le plus dans le consensus. On ne peut pas arriver en disant « ça sera moi », ou mettre en place un système qui dit « ça sera moi », et ensuite dire « ah, flûte, on n'a pas réussi à faire l'union de la gauche ». Non, peut-être on y serait arrivé, peut-être on n'y serait pas arrivé, mais en tous les cas, c'est pas comme ça qu'on s'y prend. Ouais, c'est qu'on n'a rien tenté pour le faire, en tous les cas. Ben voilà. Si je peux rajouter juste un mot de ce que tu dis, c'est vraiment la question de la méthode. On revenait sur 2022, mais je suis même pas sûr qu'en changeant la méthode, vu le contexte, on aurait réussi à faire une union plus large. Il n'y a pas eu de volonté vraiment d'incorporer la fille. Les socialistes ont rompu le banc au moment de la déclaration de candidature de Damien. Je sais qu'en coulisses, voilà, les listes se parlent, les gens se parlent. On voit bien qu'il y a des sujets à trancher, il y a des stratégies, mais voilà, je pense que plus on va ressasser les échecs de 2020, plus on va ressasser les échecs de mon point de vue. Lorient Commun va dire que c'est une réussite, et je l'entends, mais les assises ont donné un périmètre, on voit qu'il y a 2 listes qui sont sorties du périmètre. Voilà, tout ça pour moi c'est un chapitre qui est un peu refermé. Énergie citoyenne, on regrette qu'il ne participe pas à l'élection d'une manière ou d'une autre. Voilà, il y a plein de... Là j'apprends que potentiellement il y a Hello qui est en train d'essayer de faire une liste. Je sais qu'il y a des gens de gauche qui pensent que ça va diviser la gauche, au contraire. Les mêmes qui crient à la pluralité des expressions et de la représentativité. Par contre, quand il y a des gens qui commencent à s'exprimer, ça commence à être un problème. C'est un peu des drapeaux un peu contraignants sur la démocratie, mais plus les gens puissent s'exprimer, et franchement, mieux c'est. Et puis il y a une chose qu'on peut rajouter, c'est nous sommes les seuls pour l'instant à dire on veut faire l'union avec tout le monde. C'est aussi un discours qu'on entend en face. Se réunir au 2e tour. Il y a des règles, tout le monde les connaît, les règles. Il y en a une, elle a même un nom, elle s'appelle la règle tonte qui permet de régler la proportionnelle. Il y a celui qui arrive en tête, et nous on a cette position-là, celui qui arrive en tête, c'est son programme qui s'applique, et D'accord. On essaye de l'améliorer avec les propositions des autres, celles qui paraissent possibles, et c'est comme ça qu'on fait une union au 2e tour. Et si on commence à dire ça sera ni avec machin, ni avec truc, là effectivement on pose un problème. Nous on appelle dès maintenant à se prononcer là-dessus en disant nous voulons une union au 2e tour dans des conditions où on respecte chaque parti. Si on arrive en tête, on respectera les autres partis, le poids qu'ils auront,
et l'apport qu'ils peuvent faire. Franchement, il y en a dans tous les programmes, des choses qu'on peut intégrer dans les autres programmes. Il suffit de dire ça. Si on commence à faire des anathèmes les uns contre les autres, et souvent des anathèmes qui ne sont pas motivés par des raisons de programme, qui ne sont pas motivés par des raisons de force, qui sont en fait, nous on s'entend à peu près bien avec tout le monde, enfin même très bien avec tout le monde. Les anathèmes, c'est des anathèmes en réalité qui sont sur les personnes. Donc voilà, il y a là un vrai problème, il faut arriver à résoudre ça. Si certains d'entre eux disent « on est pour l'Union mais sans la France insoumise », est-ce que vous allez vous maintenir ? Le soir du premier tour, il y aura la vérité des urnes qui sortira, il y aura le score des uns et des autres, et après il n'y aura que deux positionnements. Il y aura soit la gauche dans ce qu'elle a de plus typique, c'est-à-dire des désaccords de virgule et de méthode et de machin et des égos des uns et des autres, soit on va aller au-delà de tout ça. On va s'unir, on va y passer une nuit, on va y passer une journée, enfin peu importe. Mais il y a une volonté des trois listes, malgré les différences, malgré les reproches, régions, départements, villes, à l'État, et peu importe. Et on passe au-delà de tout ça, et on se met d'accord et on prend cette ville. Ça, il va falloir que les gens prennent leurs responsabilités. Nous, depuis le début, et on l'a redit tout à l'heure, on le redit à chaque fois, l'Orient commun est pour, depuis le début, créer l'union la plus large au premier tour. C'est leur postulat de départ, ils le maintiennent, ils le disent, il y a au moins cette clarté dans le propos. Nous, depuis le début, on est dans la nécessité que tout le monde s'unisse au second tour. On est toujours sur le même périmètre, on a juste une différente méthode. À un moment donné, si le soir du premier tour, il y a 2 listes sur 3 qui prennent leurs responsabilités et qui discutent, et que la troisième liste refuse de discuter pour des raisons stratégiques, ça sera à eux de prendre leurs responsabilités et à assumer les conséquences de leur positionnement. Parce que nous, on pourrait tenir, parce que toute la liste n'est pas insoumise, je pourrais, moi, tenir à longueur de micro, de dire « Oh, François Hollande, le PS, machin ». Mais pour quel résultat après ? Refaire 2020, recréer du ressentiment ? Non, on voit le contexte, on en reviendra sans doute à la fin, mais on voit le contexte, là, on a besoin d'apaiser la situation, on a besoin de responsabilité. Et je sais que ça va vous intéresser vos auditeurs. Il y a un truc qui nous gêne beaucoup en ce moment, aussi bien d'ailleurs sur les grands débats qu'ici localement, c'est de prendre LFI pour prétexte pour ne pas faire l'union. Alors, nous sommes sûrs que il n'y a personne dont on dit on ne ferait pas l'union avec eux. Il y a des gens qui disent qu'ils ne feraient pas l'union avec nous. Mais en fait, ils ne veulent pas faire l'union avec nous pour avoir un prétexte pour ne pas faire l'union avec d'autres. Et ça, c'est un drôle de jeu politique qui peut vraiment amener un désastre. Et je dis un désastre parce que c'est ça qui peut faire perdre la ville à la gauche, comme elle l'a déjà fait en 2020. C'est si on fait passer les grands sujets personnels avant l'intérêt politique, et en cherchant des prétextes plus ou moins valides, et je vous le dis, dire que c'est à cause de LFI, c'est un prétexte plus ou moins valide, alors oui, on a des chances de perdre cette ville. Sinon, on va la gagner. Il suffit de dire une chose, bon, on a des problèmes peut-être personnels, on a des problèmes de programme, mais on peut les résoudre, et il y a des électeurs qui sont là pour nous aider à les résoudre. Alors, on va revenir un petit peu au défi de l'ancrage face au parachutage, entre guillemets. Vous êtes originaire de la région parisienne, Vincent Le Tertre, et installé à Lorient depuis quelques années. 4 ans. 4 ans. Dans une ville où une identité maritime et ouvrière aussi marquée que Lorient, comment comptez-vous répondre aux adversaires qui pourraient questionner votre connaissance intime du terrain et des spécificités mer et terre du pays de Lorient face à des figures locales établies ? C'est intéressant parce que je suis représentatif d'une certaine population du pays de Lorient. Mais ce qui ne dit pas dans la question, c'est que moi je suis breton. Sauf que je suis breton, mais mes parents ont travaillé, comme beaucoup, ont travaillé à Paris. Moi, je suis né dans le 92. C'est tout naturel que je reviens au pays. J'ai créé un restaurant, je crée de la richesse pour la collectivité, j'ai un enfant. Voilà. Donc moi, j'ai choisi de venir habiter là. Oui, les Bretons ont beaucoup émigré pendant toute l'histoire de France. J'ai choisi de venir sur l'Orient et de m'investir sur l'Orient. Je pense que beaucoup d'autres n'ont pas fait ce choix. Ou, par exemple, je sais qu'il y a d'autres candidats qui ne sont pas nés à Lorient. Moi, je ne fais pas de tri dans les Lorientais. Tous les Lorientais qui sont là sont les bienvenus. Et si je suis maire de Lorient, je m'occupe de tous les Lorientais, pas de ceux qui sont arrivés il y a 3 semaines ou ceux qui sont là depuis 30 ans. On peut être là depuis 30 ans et ne pas s'investir dans la ville. Après, sur la connaissance fine de l'aspect économique ou de la maritimité, en tant que Breton, la maritimité, c'est un point central.
J'ai un attachement à la mer qui est particulier, mais sur les questions techniques, en tant que candidat à la mairie, on est plus un généraliste, on doit connaître un peu les sujets, mais on est un peu généraliste. Quand on voit la liste là, qu'on dépose, mais on a des militants syndicalistes sur la question du travail, on a des spécialistes de la question de la mer, du commun. Donc voilà, moi je considère que l'élection municipale, c'est d'abord une équipe, c'est d'avoir des gens qui ont les compétences et l'expertise et une appétence pour ces sujets-là. Moi je connais quand même les sujets, je ne suis pas complètement déconnecté, mais je veux dire, on a des spécialistes sur ces sujets-là. Moi je vois plus l'élection municipale comme une élection d'équipe et pas une élection de personnes. On va aborder la radicalité face à la gestion municipale. Alors on dit souvent que la France insoumise est associée à une posture de rupture et de contestation nationale forte, une radicalité. Si vous êtes élu maire, comment comptez-vous transformer cette culture de conflit créateur en une culture de gestion quotidienne, parfois plus terne, faite de compromis administratifs, de budgets contraints et de partenariats avec l'agglomération et l'État? Est-ce que les insoumis vont devenir des gestionnaires? C'est un peu ça la question. D'abord, les insoumis, en termes de radicalité, on est des sociodémocrates, mais qui ne transigeons pas avec la lutte contre le libéralisme et contre le réchauffement climatique. On ne transige pas sur ça. Je fais juste une parenthèse. Le Conseil d'État a quand même rappelé que le seul parti actuel vraiment d'extrême est celui du Rassemblement national et non pas la France insoumise. Nous, sur le plan programmatique et non pas politicien, on est à l'extrême gauche. Ça veut dire que François Mitterrand a été un président d'extrême gauche. Parce que lui, il proposait beaucoup de nationalisation. Nous, on n'est pas là-dedans. Donc déjà, on voit bien que sur le plan du purement politique et pas politicien, ça tient pas la route. En plus, qui décide de nous traiter à l'extrême droite, à l'extrême gauche, Laurent Nunez, qui était le préfet de Paris. Concernant la radicalité, on voit bien que être élu, parce qu'on a des élus sur d'autres strates, mais sur l'échelon municipal, ça demande d'avoir en effet la maîtrise des délégations, des maîtrises des contraintes des collectivités, de savoir aussi qu'il faut travailler avec de la gauche qui n'est pas forcément aussi radicale que nous, mais dont les collaborations sont nécessaires. Hier, on était par exemple sur la question du port, on a rencontré les dockers de la CGT. On voit bien qu'on est obligé pour monter des projets pour développer l'activité économique, parce que c'est quand même un poumon économique central, on est obligé de travailler en corrélation avec l'agglomération. Donc on est quand même, ce serait quand même idéal, c'est que l'agglomération bascule à gauche, c'est encore un autre sujet, mais je pense qu'on va y revenir plus tard. Mais on est obligé d'avoir des bonnes relations avec les collectivités. La région Bretagne n'est pas de gauche radicale, elle est social-démocrate avec Loïc Chenet-Girard. Quand on est en responsabilité, on est obligé de tenir des discussions et des échanges cordiaux et professionnels avec les différentes collectivités, même le département qui est de droite, mais qui gère l'action sociale. Donc c'est ça. Moi, ce que je reconnais, en tout cas, la compétence des camarades insoumis, c'est qu'ils travaillent tous les dossiers. On est tous des gens très sérieux. Et voilà, on est loin de la caricature on va crier dans les micros, on va agiter des drapeaux et on n'est que là-dedans. Mais on est vraiment dans cette capacité de travailler avec les autres. On l'a fait. Quand il a fallu faire l'union de toute la gauche avec la NUPES, on a pris nos responsabilités, on a tendu la main à toutes les partis de gauche. Quand il y a eu le NFP, qu'il a fallu retendre la main au Parti Socialiste pour justement créer du lien et que ça se passe bien, on est capable de le faire. Donc on est toujours là-dedans, dans le fait de travailler avec les autres, et finalement, ça marche bien. Vous savez, ça change... Stéphane Biguetta. Oui, pardon. Ça change... ce qui fait une différence, c'est une façon d'aborder les choses au jour le jour. Par exemple, nous, quand on parle de gratuité des transports, en fait, on ne parle pas que de gratuité des transports, on parle de la gratuité. La gratuité est une autre façon d'avoir un rapport avec les institutions, et en particulier avec les institutions communes. C'est pas... Alors, on va commencer par le transport. En plus, on sait que l'agglo, pour l'instant, si elle reste à droite, on aura du mal à imposer la... Mais par contre, on le fera pour les Lorientais. Donc, il faut être pragmatique. Et le faire pour les Lorientais, c'est sans doute trouver entre 300, 500, 600 000 euros, etc. On trouvera les 300, les 500, les 600 000 euros, parce qu'on y sera obligé. On ne peut pas présenter de budget en déficit. Donc, mais ça, on le fera. Et on sera sur l'ensemble du mandat pour faire progresser la gratuité. Comme la gratuité des premiers mètres cubes d'eau, etc. Comme la gratuité des cantines. On ne le fera peut-être pas au premier jour, mais on fera déjà un petit bout. Et ça c'est simplement la posture par rapport aux problèmes qui se posent. On va la changer. Pour vous donner un autre exemple. Entre dépenser 40 millions d'euros, selon le devis, parce que moi j'ai une expérience, j'ai été élu à Lorient,
On devait faire une tribune, la dernière tribune qui a été faite à 9 millions, elle a coûté 19 millions sans les équipements. On parle du stade de Moustoir. On parle de la tribune du Moustoir. Entre utiliser cet argent pour construire une tribune au profit d'un groupe américain d'investissement ou de pension, parce qu'on n'arrive pas à savoir quels sont les actionnaires. Bon, et utiliser 40 millions pour faire autre chose, vous voyez, s'il y a les 40 millions, on peut faire autre chose avec ces 40 millions. Ça, c'est vraiment... On ne change pas une ligne du budget en faisant ça, en disant c'est pas ça qu'on va faire, on va plutôt faire ça. Nous on dit par exemple c'est plus urgent de faire la piscine de Bois du Château, de refaire une piscine avec un îlot de fraîcheur, etc., par rapport au changement climatique, que de faire un stade. Par contre, est-ce qu'il faut défendre le FCL ? Oui, il faut défendre le FCL. Et en plus en lui donnant à lui des moyens économiques pour pouvoir se débrouiller tout seul, parce qu'aujourd'hui on est dans le foot business, c'est pas aux collectivités de financer ça. Mais par contre, essayer de faire en sorte que sa capitalisation à lui, avec son argent, devienne plus importante, par exemple en lui laissant construire la tribune et en lui donnant l'occasion d'amortir cet investissement, ça, on peut le faire. On est hyper pragmatique là-dessus. Au contraire, on est même prêt à parler avec les terribles capitalistes américains pour leur dire, bon, comment vous faites pour essayer de solidifier votre club sans prendre l'argent public, dont on a besoin en ce moment pour faire autre chose. On sait très bien que la perte des droits télé fait qu'il y a une hyperfragilité des clubs de Ligue 1. On sait que ça ne survit que grâce au trading et à la bonne gestion financière. On sait que Loïc Ferry est pour le coup un bon gestionnaire financier, qui a pris des risques en Ligue 2 pour monter en Ligue 1. Et franchement, rares sont aussi les présidents qui ont cette stabilité. Mais là, on doit être dans l'accompagnement. Si on veut que le FCL se pérennise dans le temps en Ligue 1, vu la fragilité économique, il faut trouver des solutions. Ce qu'on dit sur la question du stade, c'est la question aussi du centre de formation, de Kerlir et de toutes les infrastructures qui vont avec. Mais voilà, on n'a pas envie de rentrer dans ce rapport de force de « je tiens le club, machin. » C'est pas comme ça qu'on crée une relation de confiance. Voilà. Donc on est dans une approche de gauche libérale, mais dans un secteur économique hyper concurrentiel. Donc voilà, on est avec plaisir, enfin on y pensait tout à l'heure, mais moi j'adorerais pouvoir discuter de ça avec des gens du FCL, pour les rassurer. S'ils pensent qu'on va les mettre dehors ou je sais pas quoi, c'est pas du tout le cas. On en vient un petit peu à la bifurcation écologique, Lorient étant un laboratoire à ce titre. Si vous deviez choisir une mesure emblématique d'une rupture lorientaise que les autres partis de gauche n'osent pas porter, alors je ne parle pas de la gratuité des transports comme vous l'avez évoqué, ou une régie municipale agricole, laquelle serait le marqueur indissociable de votre liste au soir du premier tour ? Le problème, c'est que ça vient d'être cité. Si on doit vraiment retenir une proposition que les autres font à moitié et que nous, on fait entièrement, parce qu'on le fait pour des bonnes raisons, ça reste la gratuité des transports pour tout le monde. Je sais qu'il ne fallait pas que j'en parle, mais en fait, c'est la plus vraiment représentative de notre liste. Parce que ça permet de remettre le service public au centre de la ville. Ça permet de désenclaver des quartiers. Ça permet d'accéder aux services publics. Ça permet aux jeunes des quartiers populaires d'accéder à la mer, avec la question de la gratuité. Ça permet d'accéder justement à toutes les galeries, à la culture, etc. Donc vraiment sur un côté de ségrégation spatiale et sociale, on résout le problème. Sur la question du pouvoir d'achat, c'est tout de suite un gain immédiat de pouvoir d'achat. Donc c'est à la fois social et démocratique. Et sur le plan écologique, les gens vont avoir la possibilité, parce qu'on n'est pas dans l'écologie punitive là, on propose de mettre la gratuité. Je dis, il n'y a pas que ça, il faut repenser le service, parce qu'il y a des problèmes d'amplitude, de taux de remplissage, etc. Bon, ça c'est un peu de la technique, mais les gens vont pouvoir laisser leur voiture, ou même complètement l'abandonner, gain encore une fois immédiat de pouvoir d'achat, moins de pollution, moins de trafic. Voilà, donc c'est vraiment à la fois écologique, à la fois populaire, social et démocratique. Et on pense à la fois aux gens qui vont être dans l'associatif, on pense à ceux qui vont vouloir aller faire leur shopping le week-end, mais c'est central de penser aussi aux travailleurs lorientais et aux travailleurs de toute l'agglomération qui viennent sur Lorient pour y circuler et pour habiter moi à côté de 2 axes congestionnés 2 fois par jour. Si on peut réduire ne serait-ce que de 15%, je dis ça vraiment au hasard, c'est pas un chiffre, mais de 15 ou 20%, le trafic dans ces axes congestionnés, ça mérite d'être porté. Moi, je dirais un mot là-dessus. C'est que ce qu'on veut instaurer, c'est effectivement cette idée de la gratuité.
Il y a un cas particulier sur la gratuité du transport dans l'Orient. C'est qu'on sait qui prend le bus. Et là, c'est exactement les gens qu'on veut aider, nous. Je veux dire, c'est sûr que ça ne va pas subventionner des gens qui ont des grosses Mercedes ou des BMW. On sait qu'on aide des gens qui en ont besoin. C'est le côté écologique et populaire. Ce qui est populaire, c'est effectivement des gens n'aient pas à payer. Ça ne suffira pas, je crois, pour que les gens abandonnent leur voiture. Bien sûr, on est d'accord avec d'autres listes qui disent qu'il faut aussi augmenter la fréquence, qu'il y ait des stations à proximité, que le réseau soit organisé autrement. On est d'accord. Évidemment, il faut plusieurs mesures pour arriver à ça. Et ça, on est d'accord avec toutes les autres listes de gauche. Oui, absolument. On est complètement d'accord et on travaillera à ça. Mais on commence par ça. Et je vais vous dire, on va commencer par ça pour deux raisons. Parce que pour les citoyens, c'est un marqueur, ça a un sens. Ça veut dire quelque chose, ça veut dire une dynamique. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'idée de la gratuité qu'on veut essayer pour que le rapport au service public change. Mais on espère bien, même si l'agglo reste à droite, de les convaincre, justement en l'expérimentant sur notre territoire, de les convaincre de le faire aussi, à cause de ce que ça peut rapporter justement comme adhésion des citoyens. C'est pour ça que c'est une mesure qui correspond bien à nos deux dimensions écologiques et populaires. J'en citerai une autre aussi, c'est de mettre en priorité non seulement la construction de logements sociaux, mais la rénovation de logements sociaux. On a à Lorient un patrimoine de logements sociaux qui a été construit entre les années 50 et les années 80 et qui est aujourd'hui en état d'obsolescence, d'autant plus qu'il n'a jamais été correctement entretenu. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui vivent dans des conditions absolument indignes et qu'on doit absolument essayer de... Il faudra des plans de 10-12 ans pour arriver à le faire. Mais c'est une urgence écologique, c'est une urgence sociale. Il faut absolument qu'on arrive à mettre... Vous parlez des investissements dans la tribune l'autre jour. Tout à l'heure. Voilà, là, il y a un vrai lieu où investir dans la rénovation. C'est de l'investissement qui ne rapporte pas tout de suite. On fait un truc mieux pour les gens sans que ça change quoi que ce soit au loyer ou tout ça. Mais ça, c'est une urgence. Sur le cumul du mandat maire-président de l'agglomération, alors on sait que la plupart des candidats en lice sont plutôt favorables à garder ce cumul des mandats. Pour ce qui vous concerne, est-ce que vous êtes pour le cumul? Et si oui, pourquoi? Et si vous ne l'êtes pas, pourquoi aussi? Bon, chacun a ses intérêts partisans. Nous, à la France Insoumise, nous n'avons pas le droit de cumuler la fonction de maire et de président d'agglomération. Voilà. Chez nous, c'est réglé, c'est simple et il n'y a pas d'ambiguïté. On estime que trop de pouvoir crée des questions de sollicitation. Donc on est, nous, sur le maire de la ville centrale ne peut pas être le président de l'agglomération. Après, on peut entendre, mais c'est comme ceux qui sont députés qui t'expliquent qu'il faut qu'il soit conseiller municipal pour avoir un ancrage local. Mais député, c'est pas un ancrage local. Enfin, c'est des prétextes pour cumuler. Non, nous, on est contre le cumul maire de la ville centrale et présidence d'agglo. Et on voit bien que ce qui se passe à l'agglomération en coulisses là déjà, c'est qu'il y a encore une bataille d'influence entre les socialistes et assimilés, les écologistes et assimilés qui se font la même guerre à l'agglomération qui sont sur l'Orient. Mais très bien, on va encore, je vous le dis tout de suite, on va entendre dans les 2-3 semaines qui viennent, d'autant plus si on fait 10%, que la question pour laquelle ils ne se mettent pas d'accord, c'est parce qu'il y a la France Insoumise. Alors qu'en fait, nous, on était dans une réunion à l'initiative des écologistes avec beaucoup de listes de gauche, on était 16. Nous, il y avait, c'est un peu technique, mais en fait, quand on a vu le programme et les propositions des uns et des autres, franchement, bien vu celui qui pouvait deviner que nous, nos propositions étaient de gauche de rupture. Donc la ligne politique médiane des gauches de Pays d'Orient est très à gauche. Voilà. Donc après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la méthode de l'Orient en commun. Si on commence à construire par le programme, après sur la gouvernance, après sur les personnes capacités de porter cette gouvernance et qui chapeautent tout ça, on va y arriver. Mais si on commence à faire qui est première, puis après j'arrose les copains, voilà, après la République des copains, des macronistes, on va avoir l'agglo des copains, je te donne un rond-point, tu me donnes un casino, un machin, un truc. Non, en fait, on a une politique à mener, c'est que quand on prend des engagements, on les tient. Donc on fait très peu d'engagements. Là, les propositions de campagne, on a fait 10 propositions. C'est des choses dont on sait qu'on les a budgétées, on sait qu'on peut les tenir pour des raisons de code des collectivités ou de collaboration avec d'autres strates, mais on prend peu d'engagements, mais on les prend. Voilà. Il y a une chose là-dessus, ou en tous les cas sur laquelle on est, c'est qu'on veut faire de la politique.
l'agglomération, c'est la fédération des baronnies locales, en ce moment. Ça n'est pas obligatoire que ça soit comme ça. Comme le dit Vincent, c'est faire de la politique. Quel est le programme qu'on va faire tous ensemble, et non pas moi j'ai mon truc à l'Armor, par exemple une Thalasso, et bien que je sois contre, je vote la Thalasso parce que je ne veux pas qu'on vienne m'embêter sur mon territoire. Ça, c'est ça qu'on supporte plus. Et ça va être la base de ce qu'on veut discuter. C'est, ok, on va évidemment, on ne pense pas que la France Insoumise et ses alliés vont prendre l'agglomération. Mais par contre, on peut essayer d'appuyer pour qu'on fasse de la politique au niveau de l'agglo, même si ce n'est pas 100% celle qu'on approuve, c'est qu'au moins on fasse de la politique et qu'on pense l'agglomération, parce que nous, on pense que l'agglomération, c'est un sujet vraiment important. Et aujourd'hui, déjà, ils gèrent énormément de budget, ils peuvent vraiment impulser des choses sur le territoire, mais sauf qu'il faut qu'on arrête de dire moi, je vais défendre ma petite baronnie locale. Déjà, la première chose, c'est que pour gouverner l'agglomération, il faut avoir une vision commune. Et pas une vision vue de ma lorgnette de l'Orientais, vue de la lorgnette des Lannestériens. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un prenne du recul et soit le garant que la vision commune est menée sans être dans un intérêt partisan. Et le deuxième point qui me paraît aussi important, c'est que comment on peut faire pour être maire à 100% et président d'agglomération à 100%. Comment on peut être maire à 100%, conseiller régional à 100%. Comment on peut être adjoint, conseiller par là. À un moment donné, il faut faire des choix. Nous, on fait le choix de s'engager sur la collectivité à Lorient. On sait très bien, nous d'ailleurs, je pense qu'on est assez raide comme ça, on l'a mis dans le programme. On est contre le cumul de délégations. Si par miracle, la gauche prend l'agglomération et qu'un des camarades est appelé à une vice-présidence, il va falloir qu'il soit toute la semaine sur un territoire de 21 communes, qui va de Guidel-Plage-Pouldu jusqu'à Calan-Bubry. C'est pas possible. Ou bien il va s'occuper de Lorient entre midi et 2, entre la poire et le dessert. Non, il faut être à un moment donné. Les Lorientais méritent des gens qui s'occupent d'eux à 100%, et ceux qui décident d'aller à l'agglomération, pas de problème. Mais on peut pas mentir aux gens. On n'est pas le président du département qui est au département, dans sa ville, à l'agglo, machin, au CIO, au CNOSF, et qui dit « moi j'arrive à tout faire, je dors 2 heures par nuit ». Enfin, le mythe américain du cumul n'existe pas. Donc là, nous, on est pour justement que... En plus, quand je vois les 3 listes de gauche, il y a des gens de qualité. Donc ça veut dire que s'il y a des gens qui cumulent, il y a des gens de qualité qui ne pourront pas accéder à la démocratie, accéder à la représentativité. Sur ça, on est plutôt clair. J'ai hâte que les autres camarades des autres listes le soient autant. On arrive à la fin donc, de cet entretien. Concernant l'actualité qui est particulière en ce moment. Vous révélez une information hier soir, avec la mort du militant néofasciste Quentin à Lyon et ce qui s'est passé avec les antifascistes et le drame qu'on connaît. Donc, je voulais encore une fois rappeler que la France Insoumise n'est pas responsable de ça, malgré le battage médiatique. Mais on voit bien que cette attaque médiatique, elle a un agenda d'extrême droite ou de néolibéralisme, et dont nous, on est la principale cible des militants écologistes. Je ne parle pas de Europe Écologie Les Verts ou des écologistes, je parle des vrais militants écologistes qui sont sur le terrain, ceux qui sont sur la Thalasso localement, ceux qui sont sur les algues vertes, sur la lutte contre le productivisme agricole en Bretagne, les syndicats qui sont vraiment menacés aussi. On a à Lorient un de nos soutiens qui est un représentant syndical qui s'est fait licencier malgré son statut de salarié protégé. Donc il y a des attaques du néolibéralisme concrètes ici. Et donc moi, étant la tête de liste, la tête de gondole et la personne la plus visible de notre liste, je suis aussi cible d'attaque. Et depuis 2 jours, mon nom apparaît dans le journal d'extrême droite Frontières, comme étant un des, en gros, sens insoumis à abattre des dangers de l'extrême droite. Voilà. Donc je suis déjà ciblé par l'extrême droite. Donc voilà, notre réalité à nous, quand on s'oppose au système, c'est cette dangerosité de militer. Et je vais encore rappeler le grand soutien et le merci que j'adresse à tous les colistiers qui prennent le risque de s'afficher pour lutter contre ce qui se passe. Mais voilà, donc nous, on subit des pressions quotidiennes, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur la presse, sur Internet, ce genre de pression. Je conçois que le maire, par exemple, refuse qu'il y ait
une réunion antifasciste à Lorient parce que Oui, pour il y a un des risque raisons, de trouble à l'ordre public, mais à Quimperlé, qui est à 10 minutes d'ici, apparemment la manifestation en soutien à la mort de Quentin se tient. Comment expliquer aux gens de gauche ou aux antifas qu'eux, ils n'ont pas le droit de se réunir dans une pièce, mais que les autres ont le droit de manifester sur la voie publique? Il y a ce traitement-là qui est très problématique et très dangereux vu le glissement qui se passe et la droitisation. La face cachée, quand on est de gauche de rupture et on s'oppose concrètement à l'extrême droite et au libéralisme, c'est ce genre d'attaque qu'on subit. C'est pas les socialistes et l'union de la gauche et des écologistes qui subissent ce genre de pression. Voilà, donc voilà la réalité de ce qu'est d'être vraiment de gauche à Lorient. Si vous ne subissez pas ces attaques-là, c'est que vous ne faites pas peur au système. Stéphane Mugata, si vous voulez Oui, ajouter quelque un chose mot là-dessus. pour Moi, je finir. voulais d'abord dire que ce journal, ce que fait ce journal, si on peut appeler ça un journal, ce que fait ce journal, je ne l'ai jamais vu ailleurs, c'est désigner sensible dans une... Quand je dis sensible, en deux mots, pas en un seul évidemment, c'est de désigner des gens à la vindicte. On peut s'opposer, on peut faire une manifestation contre, on pourrait faire une manifestation contre Vincent Letertre, ça ne me gênerait pas. Mais dire, voilà les 100 personnes qui posent problème et sur lesquelles on va mettre une cible dans le contexte qui est en train de se tendre, c'est évidemment un processus qui est d'augmenter de plus en plus la violence contre d'autres forces, en les accusant elles-mêmes d'être les forces violentes. La mort de Quentin, qui est une mort malheureuse, arrive au milieu de ce processus. C'est normal d'ailleurs quand vous commencez à faire de la violence, il y a une victime, des fois c'est d'un côté, des fois c'est de l'autre. Mais c'est bien dans un processus dont il faut qu'on se méfie tous, qui est le processus exactement le même qui s'est passé en Italie dans les années 30, qui est exactement le même qui s'est passé en Allemagne dans les mêmes années, enfin un peu après, 10 ans après, entre les années 30 et les années 40, c'est de justifier la violence parce qu'il y a déjà eu une autre violence. Et ça, c'est un processus qui est absolument mortifère. Et par ailleurs, le dernier mot que je voulais dire, c'est que je veux marquer ma solidarité totale avec Vincent. C'est le genre de choses qui vous empêchent de dormir la nuit. Donc moi je dis, on vient de voir un truc qui est destiné à déstabiliser un de nos candidats sur notre territoire. Je dirais exactement la même chose si c'était Théo Thomas qui était visé. Je dirais la même chose si c'était Damien, si c'était Fabrice ou si c'était Gaël. C'est inadmissible de mettre une cible dans le dos, et en particulier d'un candidat, dans l'exercice de la démocratie. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir participé donc à cet échange. On vous souhaite une bonne campagne et puis surtout de faire très attention pour le coup. Merci. Merci. J'aimerais